Bon, bonjour à tous, donc Jean-Jacques Dubois, je travaille à l'École nationale de voile depuis 1997 et j'ai en charge depuis 2003 la préparation des régatiers pour les Jeux paralympiques. Petit souci, excusez-moi. Donc voilà, alors avant de vous parler un peu du travail qu'on a fait de développement, je vais essayer de avant de vous présenter un peu les outils d'aide à la performance qu'on a développés pour les coureurs paralympiques, je vais vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas trop la voile, un peu le parcours au niveau des Jeux olympiques, donc des Jeux paralympiques. Donc, les Jeux paralympiques, c'est jeune, hein, vu que c'est apparu à Sydney en 2000, avec deux séries, le 2.4 que vous voyez en haut, qui est un quillard de sport monoplace, et le sonar, qui est un quillard de sport à 3 équipiers. À Pékin, sur Sydney, Athènes, il y avait ces deux séries-là, et l'IFDS, qui est la fédération internationale qui gère la pratique paralympique voile, avec l'IPC, qui est l'International Paralympic Committee, ont décidé de rentrer une 3e série, donc le Squid 18 que vous voyez en bas, qui est un bateau à 2 équipiers, bateau mixte, dont l'un est nécessairement tétraplégique ou assimilé. Nous devrions retrouver ces 3 séries pour les Jeux de Londres. Alors côté français, le palmarès est relativement bon. On était présent à Sydney avec Philippe Ballet. Ce qu'on peut dire sur Sydney, c'est que la fédération handisport n'y a pas été avec beaucoup d'enthousiasme. Et il faudra attendre la moitié de la Paralympiade de 2004 pour voir les deux fédérations s'associer, donc la Fédération française handisport et la Fédération française de voile, pour mettre en place tout un travail et s'appuyer en plateforme technique sur l'École nationale de voile à Saint-Pierre-Quiberon. La victoire de Damien Seguin aux Jeux d'Athènes a incité les deux fédérations à s'engager sur la pratique collective, et on retrouvera à Pékin les 2 séries, 2.4 sonar, avec 2 médailles d'argent, l'une avec Damien Seguin et l'autre avec l'équipage mené par Bruno Jourdain, Hervé Laran et Nicolas Vimon-Vicari. Londres, j'ai entendu parler tout à l'heure des conventions d'objectifs, il y en a une qui a été, en tout cas qui est en cours de signature, qui a même été signée, et on devrait retrouver ces 2 séries-là avec pour objectif podium, voire médaille d'or pour la France. Alors, pour ceux qui sont éloignés de la voile, et il y en a peut-être beaucoup, je vais présenter rapidement l'espace de jeu dans lequel évoluent les bateaux. Et là, c'est vrai pour la pratique handi, mais aussi pour la pratique valide. Dans le cadre, le vent, il est situé en haut. Il y a une zone de départ qui a été matérialisée. Nous, on va, en tout cas dans l'exposé que je fais, on va se centrer sur cette première partie qui est la remontée au vent, avec ces fameux virements de bord qui permettent au bateau d'évoluer face au vent. Alors, toujours pour illustrer un peu cette pratique paralympique et monter un peu la difficulté, donc là c'est un départ en sonar, donc quillard de sport à 3 équipiers. Donc là, l'objet pour l'équipage, ça va être de trouver, vu qu'ils ne sont pas très bien partis, un espace pour virer de bord et se dégager du bateau qui est devant. Donc là, ils le font. Il y a des bateaux qui sont sous son vent. Là, il y a un autre bateau qui vire. Alors ça, c'était le départ, et ici, le passage de la marque au vent, qu'on voit là-haut. Donc c'est un goulet d'étranglement pour les bateaux, vu qu'ils se sont déplacés soit sur la gauche, soit sur la droite du plan d'eau, et ils doivent contourner cette marque pour rejoindre la zone de départ.
Donc on voit bien là la difficulté de croisement, la nécessité là aussi de réactivité de la part des barreurs, tant au niveau des manœuvres que derrière être capable de bien régler son plan de voilure. Alors, donc la problématique de l'optimisation de la performance en voile est identique en ce qui concerne la pratique paralympique et la pratique valide. Le seul problème, en tout cas un des problèmes, reste le handicap de la personne qui est à bord. Donc l'acquisition des savoir-faire, en tout cas, on est dans le même type de démarche en ce qui concerne les savoir-faire qui doivent être développés. Le souci qu'on a avec, entre autres, des coureurs soit paraplégiques, soit monomanuels, c'est de leur permettre d'agir d'un côté sur les commandes, que ce soit la barre, on voit bien que le bateau il se déplace sur le plan d'eau, que ce soit les écoutes, parce que il faut régler le plan de voilure au regard du vent et de l'angle qu'on va donner au bateau par rapport à l'axe du vent. Donc d'un côté, on va demander aux gens d'agir sur les commandes, de l'autre, de se déplacer et de s'équilibrer dans le bateau afin de pouvoir, parce que derrière il y a toujours cette idée de concourir, de gagner, de pouvoir observer le plan d'eau, de choisir la meilleure trajectoire possible afin de gagner l'épreuve. Alors, donc force de ce constat-là, on s'est posé un certain nombre de questions. Comment aider les personnes paraplégiques, entre autres, en sonar, à fonctionner le plus efficacement possible dans le bateau. Donc ça, il y a eu un travail qui a été fait en sonar, il y a un travail qui a été fait en 2.4, donc je vais vous les présenter. Donc là, je vais lister un peu les trois axes qui ont été développés dans le cadre de cette préparation paralympique. Alors donc en sonar, la réalisation d'un banc de transfert. Donc là, je reviendrai après, je vais détailler chacun, mais rapidement. Donc développement d'un banc de transfert. Donc là, l'idée c'est de pouvoir passer d'un côté à l'autre du bateau. On a mis en place un siège baquet avec un système de blocage sur ce banc. Dans le cadre du 2.4, toujours dans l'idée d'aider au mieux le régatier à fonctionner, on a imaginé, donc ça s'est fait avec l'université de Rennes 2, un étudiant donc Daniel Molinier qui était en Master 1, on a imaginé un système pendulaire permettant au régatier de pouvoir maintenir une position sans effort particulier. Donc là, on voit le siège incliné. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup. Donc ici, sur le côté, il y a des galets qui permettent au siège de penduler, comme c'est dit. Et là c'est en même temps une photo du dessus, je passe rapidement, qui montre aussi le peu d'espace qui est disponible pour pouvoir travailler. Et vous verrez l'importance quand même, malgré le peu d'espace, sur ce travail. Le troisième élément sur lequel on a travaillé, c'est la mise en place d'une barre centrale. C'est un projet qui est en cours. Donc l'idée c'est de permettre là à un barreur tétraplégique de pouvoir fonctionner. Donc pareil, je développerai un peu plus en tout cas la mise en place de ce projet, les raisons pour lesquelles on s'oriente vers ce type d'outil. Alors, je vais recommencer donc par le banc de transfert. L'idée c'est d'optimiser la performance du barreur
Donc, comme je l'ai dit, être capable de pouvoir barrer, ne pas perdre le contrôle de la trajectoire, etc. Donc les premières choses qu'on fait, on regarde un peu ce qui se fait au niveau étranger et qu'est-ce qu'on s'est aperçu, c'est que la grande majorité des barreurs para étrangers fonctionnent sur des bandes de transfert non mécaniques. En tout cas voilà, si je fais un distinguo. Donc là c'est l'équipage anglais qui a été médaillé à Athènes, si je me souviens bien, à Athènes et à Sydney. Donc c'est un équipage qui fonctionne depuis le tout début. Et pareil en ce qui concerne l'équipage américain, où on voit le barreur para avec un siège. Donc en avant de ce siège-là, vous retrouvez une barre de transfert qui lui permet de s'équilibrer dans le bateau. Alors, donc nous, on s'est trouvé un peu face à cette situation-là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de choses vraiment mises en place. Donc le premier contact qu'on a eu, il s'est fait avec l'ENSIETA de Brest, auquel on a posé le problème. Alors a priori, on a dû pas suffisamment bien définir le cahier des charges, vu que ce qu'ils nous ont proposé ne correspondait pas à ce que nous on souhaitait. Entre autres, eux souhaitaient développer un système de frein en ce qui concerne le déplacement latéral de la personne, donc pour aller d'un côté à un autre. Il y a quoi? Il y a 1,50 m grand maximum. Voilà, donc nous, on ne jugeait pas, on ne considérait pas que le système de frein était quelque chose d'important. Et en plus, nous, on souhaitait que la personne soit le plus avancée possible dans le bateau en fin de course. Et le système qui nous proposait était un système de translation simple avec pas d'avancée de la personne. Alors, on était un peu déçus et finalement on a trouvé, c'est le barreur lui-même, Marcel Berthomé, qui a interpellé un ami et finalement ce banc de transfert que vous allez voir là, je vais vous présenter une vidéo, a été développé dans un garage. Donc voilà, vous allez le voir fonctionner. Voilà, donc là il naviguait à tribord à mur, il se retrouve bâbord à mur ici, vous avez bien vu, ça passe facilement d'un bord à un autre. Jusque là, tout correspondait. Sauf que malheureusement, et c'est un peu ça qui nous amène, c'est que vous allez voir là, hop, pour pouvoir déclencher le siège et donc passer d'une amure sur une autre, en tout cas d'un côté sur un autre, il est obligé de lâcher sa barre. Donc globalement, ça ne répond pas à ce que nous on souhaitait. Là, hop, il se translate facilement. Et deuxième problème, la barre va un peu plus loin que ce qu'elle a l'habitude d'aller. Et qu'est-ce qu'il fait? Hop, il se retourne, ce qui fait que pendant une partie de la manœuvre, ça ne répond pas à ce que nous on attendait de la part de l'outil lui-même. Après, voilà, c'est sûr que pendant tout ce temps-là, il n'y a pas d'observation, il n'y a pas de contrôle de la trajectoire du bateau. Quel que soit il arrive, il n'est pas capable sur ce moment-là de pouvoir agir. Et ce problème-là, on l'a traîné relativement longtemps, vu que ce n'est que cette année, avec un des partenaires de la fédération handisport, qui est la société Schindler, qui a posé la question à ses techniciens. Et alors, je ne vais pas vous présenter le système, vu que c'est en cours de réalisation, mais un autre système de déclenchement qui doit voir le jour là d'ici la fin de l'année, je l'espère, pour permettre aux barreurs paraplégiques, là, que ce soit Marcel ou quelqu'un d'autre, d'agir sur les commandes pleinement et de répondre à nos attentes. Alors, dans le cadre du siège pendulaire, on s'est trouvé sur... on s'est trouvé sur une situation un peu particulière. C'est-à-dire qu'en France, il y a un coureur, donc Damien Seguin, qui est des Pays de la Loire, qui fonctionne très très bien, et qui fonctionne sans système d'aide
particulier pour compenser les effets de la gîte. Donc là, il y a une image qui vous montre bien. Il a la tête au vent ici, ce qui permet au bateau d'avoir le maximum de rendement. Là, on retrouve une photo lors d'une séquence d'entraînement. Damien est dessous. Ici, c'est un barreur un peu moins expérimenté, toujours sans système d'aide. On voit bien que la tête, elle n'est pas placée au vent comme on a pu le voir précédemment, ou comme on peut le voir avec Damien ici. Et mine de rien, cette situation a bien sûr un effet sur l'angle de gîte du bateau, mais aussi sur la capacité d'observation du plan d'eau. En 2.4, les bateaux sont relativement bas sur l'eau, donc on se doute bien que toutes les informations supplémentaires qui peuvent être prises sont importantes. Et là, troisième image qui vous montre qu'il se maintient au vent, mais qu'il a, avec sa main valide, il va agir sur les commandes sans aucun souci au niveau réglage du plan de voilure. Quand on sait, du fait de la puissance du bateau, etc., l'importance d'avoir un plan de voilure bien réglé, parce que ça veut dire qu'il a peu d'action sur sa barre, donc le plan de voilure est bien réglé, donc il développe moins de traînée, et donc il va gagner. Alors on ne parle pas en nœuds, mais c'est des petits gains, sauf que ces petits gains-là font que tu passes au vent par rapport à une priorité qui serait prise, etc. Donc, on se retrouve là. Donc là, moi, je vais vous présenter une petite vidéo avec quelqu'un qui a eu un plexus brachial, c'est-à-dire qui est monomanuel, ou un bras mort. Après, il y a différentes façons de parler. En tout cas, qui ne peut agir qu'avec un bras. Donc là, on voit son activité dans le bateau. Observation du phoque ici. Il va repasser de l'autre côté. Là, voilà, il règle d'autres trucs. Il passe de l'autre côté. Voilà, il se maintient avec sa main. Donc là, les conditions sont pas très fortes, donc on voit que ça se fait assez facilement, mais systématiquement, il se rééquilibre en utilisant sa main valide pour pouvoir maintenir sa position au vent, vu qu'on considère que c'est quelque chose d'important. Quand il fait ça, donc là ça va, il n'y a pas trop de vent. Mais quand il fait la même chose avec 15 nœuds, avec de la mer, etc., vous doutez bien que avant de lâcher sa main qui lui permette de se tenir, il se pose deux fois la question, à savoir est-ce que je vais jouer sur mes écoutes. Donc nous, on souhaite répondre à cela. Donc comme pour le sonar, on a un peu regardé ce qui se faisait au niveau international. Et ce qui nous a permis de sûrement mieux définir notre cahier des charges. Alors là, je vous montre la photo du banc de transfert d'un Américain. Comme vous pouvez le voir ici, il y a sur l'arrière du siège un système de pouliage qui va revenir devant et qui va nécessiter de la part du barreur une commande supplémentaire. Et nous, ça faisait partie de notre cahier des charges. Je ne souhaitais pas que pour l'utilisation du banc, il puisse y avoir, en tout cas du banc, du siège là, dans ce cadre-là, je ne souhaitais pas qu'il y ait de commandes supplémentaires. Surtout que là, il y a toute une génération de coureurs qui arrivent, qui sont monomanuels, et rajouter un boot, un taquet, etc., c'est pas nécessairement un problème d'encombrement, mais c'est plus un problème d'action, et je préférais qu'ils gèrent autre chose que ce boot-là. Donc la commande passée, donc ça s'est fait donc avec l'université de Rennes, comme je l'ai dit, donc avec un partenariat École nationale de voile, l'université de Rennes, et je tiens à le souligner parce que l'association des Pays des Mains, qui est l'association un peu managée par Damien Seguin, est aussi partenaire de cette opération. Donc là, une vidéo qui a été faite. Alors, en même temps, la vidéo que j'ai choisie, parce qu'il y en a peu, deux, là, ça a été fait peu de temps après la réalisation du banc. Donc on le voit bien, on voit bien le siège qui oscille. Il y a quelques petits défauts. Alors la personne qui l'utilise n'est pas monomanuelle, par contre elle ne peut pas utiliser ses jambes, mais c'est pas un para non plus.
Donc là, le défaut, c'est que dans un vent, là c'est pas le cas, mais dans un vent un peu plus soutenu, avec l'expérience, on s'aperçoit qu'il a du mal à tenir au vent et le siège a plutôt tendance à redescendre. Donc là pareil, on est en train de réfléchir toujours avec la société Schindler qui est partenaire de la voile auprès de la FFH pour trouver, on va essayer de trouver une solution. Donc voilà un peu l'état de ces deux projets. Alors c'est en même temps en cours, même si une partie a été réalisée. Et donc on arrive sur le troisième projet qui est la mise en place de la barre centrale. Alors premier constat, c'est que nous actuellement sur le pôle de l'ENV, on n'a pas de personnes tétraplégiques. Donc globalement, moi j'en ai pas besoin d'une barre centrale permettant, aidant le barreur. Par contre, on considère avec les personnes évoluant dans le dispositif, qu'il serait bien de pouvoir anticiper un éventuel venu. Je ne souhaite pas accueillir plus particulièrement. Par contre, à chaque fois, on est en train de courir derrière le temps. C'est-à-dire que là, si demain, il y a quelqu'un d'un bon niveau qui, suite à un accident, se retrouve tétraplégique, vient nous voir en nous disant « je souhaite pouvoir m'engager dans une pratique sportive », eh ben, aujourd'hui, on ne peut rien lui proposer. Donc, l'idée, c'était d'avancer. Alors, il y a un système qui existe, qui a été développé dans un premier temps, c'est le système qu'on voit juste à côté, à gauche, qui a été développé par des Américains. Ce dossier-là a été repris par des Grecs, sauf que on se retrouve avec, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de schéma, il n'y a rien. Donc nous, avec l'École nationale de voile, on s'est dit, on va missionner quelqu'un. Donc là, c'est un architecte qui s'appelle David de Prémorel, qui habite sur la Trinité, et qu'on a interpellé. Nous, on voudrait un plan qui soit aux côtes, etc., et qu'on puisse mettre en libre accès sur le site de la Fédération internationale, vu que nous on a interpellé les Américains qui nous donnent des plans, ils nous disent mais nous on n'a pas de plan, mais si vous voulez le faire le truc, voici les photos, etc., débrouillez-vous. Et en même temps c'est pas suffisant, quoi. C'est-à-dire faire tout à chaque fois au fond d'un garage. Donc là l'idée c'était en utilisant que des tubes carbone, avec quasiment tout le temps les mêmes systèmes. Donc on simplifie, c'est-à-dire qu'on enlève le rail ici pour faire un système autoporté, etc. On va là d'ici la fin de l'année être capable de proposer un plan qui sera mis sur le site de la Fédération internationale en libre accès pour ceux qui souhaitent développer, en tout cas utiliser un outil de ce type. Alors, en conclusion, en termes de conclusion, c'est moi je souhaite appuyer sur 3 points. Il faut bien se dire que les exigences de la pratique sportive handi-valide, ce sont les mêmes. On est sur les mêmes logiques, quoi, en termes de performance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est essayer d'apporter une réponse appropriée rapidement. Et cette réponse, elle peut prendre pour une personne avec le même handicap des formes différentes et réfléchir d'un côté au confort du régatier, à l'efficacité que nous on attend, etc., etc. Et faire que qu'un élément technologique ne soit pas un frein à une pratique. Quelqu'un qui a envie de faire, qui a envie de s'engager sportivement, alors c'est vrai que moi je suis dans une niche de la pratique, mais qui a envie de s'engager sportivement dans la voile, on puisse répondre rapidement à ce problème-là. Et après, le troisième point, c'est réduire les temps de réalisation des produits. Et comme vous avez pu le remarquer, on développe 3 choses. On a dû faire appel à 4-5 personnes différentes. Donc à chaque fois, c'est des réseaux, c'est long, c'est lourd. Donc c'est essayer de rendre un peu plus efficace nos systèmes
de collaboration afin d'avoir des réponses appropriées et justes, quoi. En sachant que si on prend le cas de ce qui s'est passé avec l'ENSETA, eux avaient envie de développer quelque chose, c'était sûrement intéressant, hein. Je pense que l'idée qu'ils développent dans un autre bateau aurait eu toute sa place. Là, dans le cadre de notre projet à nous, c'était pas ça. Et en même temps, ils ont travaillé dessus, etc. Donc voilà. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Hein. Merci Jean-Jacques.